à l'exposé du confrère William Bouyamba, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure en liminaire, va essayer de nous faire les parallélismes qui existent entre la pratique de la profession dans le secteur privé et dans le secteur public. Sans traîner, je lui passe immédiatement la parole, puisque les commentaires, nous allons pouvoir le faire tout à l'heure, lorsque tous les animateurs seront intervenus, parce que je laisserai une large place aux questions, étant donné que le sujet nous touche au cœur de notre métier et nous sommes concernés au premier chef. M. Bouyamba, la parole. Merci beaucoup, cher confrère, modérateur. J'ai prévu des slides. Je ne sais pas si la technique peut nous balancer ces quelques slides. Alors, il m'a été demandé d'aborder les thèmes sur les parallélismes entre la certification financière dans le secteur public et dans le secteur privé. C'est de bonne loi dans la mesure où la démarche même de New Public Management, la nouvelle gestion publique, souhaite l'implémentation de la rigueur du secteur privé dans le public. Et c'est comme ça qu'il m'a été demandé de le faire et d'accord, ok, de pouvoir le faire pour faire ressortir des recommandations capables de révolutionner ou d'améliorer la qualité de l'audit dans le secteur public. Alors, il faut entendre ici par certification financière l'audit externe des comptes imposé par la loi, donc c'est du commissariat aux comptes. Donc nous comparons l'exercice du commissariat aux comptes et dans le secteur privé et dans le secteur public. Alors, je crois que ça suit, hein? Ça traîne. Alors, pour aborder la question, nous avons prévu dans le sommaire les points suivants. Nous allons donner un overview, la vue générale de ces deux secteurs, les cadres légaux, et nous allons insister sur le point 3 et point 4, parce qu'en fait, comme le président de l'ONEC le disait hier, c'est un cadre des échanges des idées, et sur cette base-là, nous allons faire certaines propositions à discussion, bien sûr, avant de chiter. Alors, dans le cas de l'overview, ce qu'il y a, c'est que dans le secteur public, ça a été dit ici, nous avons entre autres le premier bloc dans le secteur public, voilà, les provinces, les entités territoriales décentralisées, les pouvoirs centraux. Il y a les sociétés commerciales publiques où l'État est le seul actionnaire, les sociétés étatiques. Il y a aussi les établissements publics et les services publics. Ça, c'est en fait le secteur public. Et dans le secteur privé, vous avez les sociétés commerciales privées, notamment toutes ces sociétés commerciales anonymes, sociétés à responsabilité limitée, etc. et les entités à but non lucratif. Alors, qu'en est-il du cadre légal, n'est-ce pas, de la certification financière? Là-bas, nous avons rappelé les dispositions pertinentes de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique, 702 avec les sociétés anonymes, les sociétés SARL, SAS, etc. Ce sont les dispositions que vous maîtrisez bien. Il en est de même, toujours dans le secteur public, des entités à but non lucratif. L'acte uniforme sur le système comptable des entités à but non lucratif précise clairement que les entités qui remplissent au moins un des trois critères, c'est l'article 19,
sont obligés justement de nommer les commissaires aux comptes. Et pour les autres entités, la nomination en est facultative. Le secteur public. Dans le secteur public, je crois que j'ai sauté, il y a d'abord le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées. Dans ce groupe-là, la loi est très claire, c'est je crois l'article 35, oui. La Cour des comptes et les commissaires aux comptes de ces entités jusqu'à date. Donc l'ONEC n'allait pas dire que voilà la Cour des comptes, comment vous vous faites appeler commissaire aux comptes là-bas, vous n'êtes pas de l'ONEC, quittez là-bas et que nous devons le faire parce que nous avons des loyers à payer, des collaborateurs à payer. Non, c'est la loi, donc l'exercice du commissariat aux comptes dans ces entités-là, c'est à la Cour des comptes de pouvoir le faire. Il y a aussi les sociétés commerciales étatiques, publiques. Là, l'État est le seul propriétaire, l'actionnaire unique, et il constitue justement l'Assemblée générale. Et c'est à l'État de pouvoir désigner les commissaires aux comptes, et il est représenté par un délégué du ministre, n'est-ce pas, du portefeuille, et assisté par 3 délégués, un du Premier ministre, du ministre du budget et du ministre du secteur d'activité. Et pour la nomination, ce sont les mêmes conditions que dans les sociétés commerciales privées. Ça, il faut noter. Et j'en profite pour dire que ce sont les experts membres de l'ONEC qui sont censés exercer cette fonction de commissaire aux comptes dans ces entités, tant privées que publiques. Venons-en à la qualité, parce que le but de ces parallélismes, c'était de faire ressortir des recommandations pour améliorer justement la qualité de cet audit légal dans le secteur public. La qualité en sciences de gestion, lorsqu'on parle de la qualité de l'audit, c'est, comme je l'ai dit là-bas, la probabilité perçue par les marchés ou par les publics que face à une anomalie significative dans les comptes, l'auditeur va la découvrir, non seulement la découvrir, mais aussi la mentionner dans son rapport. C'est comme ça qu'il y a 2 grands déterminants, notamment, ça a été dit d'ailleurs, depuis hier, la compétence, d'abord pour justement découvrir cette anomalie, et la volonté de pouvoir la mentionner dans les rapports. Donc là, c'est l'indépendance. Alors, par définition, la compétence, l'IFAC l'a dit, c'est l'exercice de la profession selon les normes. Et la profession, l'exercice du commissariat aux comptes, c'est fait, ça c'est selon les normes ISA. Et ce sont les mêmes experts comptables qui exercent ces mandats-là et dans le secteur public et dans le secteur privé. Mais la question sur l'appréciation de la qualité se pose, et c'est avec raison que l'article 62 de la loi créant l'ONEC insiste sur justement la création d'une commission de contrôle qualité qui est déjà à pied d'œuvre. Mais ces contrôles de la qualité est-il pertinent dans notre environnement? Parce que déjà, hier, certains l'ont évoqué, qu'hier, le contrôle confraternel a été remis en cause. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a un contrôle externe. Faudra-t-il pas aussi, dans notre environnement, pouvoir le faire? La crise où la fraude Enron a été évoquée ici par mon prédécesseur. C'est ce qui a fait que dans d'autres pays, notamment aux États-Unis,
on a créé le PCAOB pour contrôler justement l'ICPI, qui est donc l'équivalent de l'ONEC ici. En France, il y a les H3C qui contrôlent, n'est-ce pas, l'indépendance de la CNCC. En Belgique, il y a la supervision publique qui contrôle justement l'indépendance et même la qualité exercée, des commissariats aux comptes exercés à l'IRE. Qu'en est-il de la RDC? Faudrait-il pas aussi réfléchir dans ce sens-là, créer une supervision pour s'assurer justement de l'indépendance et de la qualité dans l'exercice du commissariat aux comptes? Ça, c'est une question. Toujours sur l'indépendance, une autre question se pose dans la nomination des experts comptables comme commissaires aux comptes dans les entités publiques, notamment dans les établissements publics. Les critères de sélection, c'est resté un mystère. Il y a eu des remous, des renvois avec la nomination des commissaires aux comptes dans les établissements publics. Les critères n'étaient pas disclosés, n'étaient pas vulgarisés, rendus publics. Je crois que le professeur Migan l'a évoqué, parce que lorsque vous parlez de la transparence, il faut toujours divulguer quels sont les critères de sélection, etc. pour les faire. En France, nous l'avons suivi, il y a un appel d'offres pour pouvoir les faire, parce qu'il faut privilégier non seulement la compétence, mais aussi l'indépendance. Donc cette question-là reste entièrement ouverte pour voir dans quelle mesure, cette fois-ci, fixer des critères qui soient clairement connus et divulgués du public. Alors, quelles sont les recommandations? Avant même de formuler les recommandations, il y a un élément, avant de citer justement, il y a un élément important sur lequel je devais intervenir, c'est la culture. Parce que si vous regardez très bien, les déterminants de la qualité, il y a premièrement la compétence et deuxièmement l'indépendance. Et si vous créez même un modèle économétrique en sciences de gestion, il y a aussi les termes d'erreur, c'est-à-dire la culture, la place de la culture. Et Migan a essayé d'aborder cet élément-là pour voir que lorsque vous proposez des modèles, essayez toujours d'intégrer la culture, parce que la culture peut faire que les modèles que vous proposez ne soient pas totalement appliqués. Donc ce sont là les pesanteurs qu'il faudra toujours tenir en ligne de compte. Et c'est comme ça que nous avons pensé proposer quelques recommandations, il y en a 4. C'est la création justement d'un comité d'avis et de contrôle d'indépendance du commissaire aux comptes et qui soit en dehors de l'ONEC, donc un contrôle externe comme ça s'est fait ailleurs. La publication ou la vulgarisation du condensé des rapports des commissaires aux comptes déposés à la Cour des comptes en vertu de l'article 30. Parce que, comme vous le savez, lorsque les CAC terminent leur mission, ils doivent déposer dans les 3 mois un exemplaire à la Cour des comptes. Que le condensé de ces rapports-là soit exploité par l'ONEC et par les autres parties prenantes, parce qu'il a été démontré que dans le secteur public, l'exploitation des rapports des commissaires aux comptes n'est pas les mêmes que dans les privés. L'avant-dernière recommandation, c'est de réfléchir sur la formation continue et le renforcement de l'assurance qualité par des systèmes d'enquête. Donc l'ONEC ne doit pas totalement abandonner cet aspect des choses.
concernant la formation. Et enfin, renforcer les renforcements des sanctions, que ce soit judiciaire, pénal, etc. C'est vrai qu'un effort a été fourni déjà. Ici, je rappelle le cas de l'article 32 plutôt, de la loi des finances, qui prévoit des sanctions contre les CAC qui certifient les états financiers qui ne sont pas sincères. Et si vous regardez dans la loi SOX aux États-Unis, il y a des sanctions pécuniaires qui vont jusqu'au-delà même de 1 million de dollars pour redresser le comportement des uns et des autres. Voilà donc pour l'essentiel de ce que je pouvais formuler comme contribution et je vous remercie. Merci beaucoup, M. Bouyamba, pour votre exposé. J'ai retenu quelques éléments pour lesquels on va pouvoir en débattre avec les participants tout à l'heure. Mais je voudrais juste vous compléter sur un élément que j'estime assez important en ce qui concerne la production du rapport du commissaire aux comptes qui doit être transmis sur pied de l'article 30 à la Cour des comptes. L'obligation n'incombe pas au commissaire aux comptes de le transmettre, mais l'obligation incombe plutôt, disons, à l'agent économique, c'est-à-dire à l'entreprise contrôlée qui doit, en fait, lui, transmettre cet élément, puisque en cas d'inobservance de cette obligation, les sanctions qui, jadis, pouvaient être mises à charge du commissaire aux comptes, mais c'est plutôt, disons, à charge de l'entreprise, puisque l'entreprise, nous, la Cour des comptes n'étant pas notre mandat étant l'entreprise ou l'entité qui nous a mandatés, c'est à elle à qui le rapport d'abord est destiné et c'est à elle qu'incombe l'obligation d'aller déposer à la Cour des comptes. Donc je parle sous le contrôle du directeur du cabinet du premier président de la Cour des comptes. Beaucoup de confrères avaient été convoqués à la Cour des comptes quant à ce, et nous sommes défendus en tant qu'honnêtes pour leur dire que la disposition de cette loi veut tout simplement que c'est l'entité qui doit pouvoir le faire avec tous les états financiers qui doit être fait. Et l'obligation de pouvoir payer la pénalité au cas où ces rapports ne sont pas délivrés incombe plutôt au directeur général de la société et qui peuvent être des obligations qui sont lourdes, qui peuvent représenter 24 mois de sa dernière rémunération. Donc c'est cet élément. Donc je tiens à ce que cela puisse être fait en complément à ce que le combattant a été fait pour que nous ne puissions pas y aller.